Elles ont lieu tous les 6 ans. Les élections municipales et communautaires se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars. Elles sont organisées pour élire les membres des conseils municipaux qui élisent ensuite le maire, mais aussi les conseillers communautaires qui représentent les communes dans les intercommunalités. Ces élections municipales 2026 seront marquées par des nouveautés dans les petites communes ainsi qu'à Paris, Lyon et Marseille. Qui peut voter, qui peut être candidat, quelles sont les règles de l'élection au premier ou second tour, quel est le rôle du maire, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos 3 invités. Pierre Guénet, chef du service formalité élection à la ville de Besançon, Jean-Claude Duverget, géographe, proviseur honoraire, élu régional de Franche-Comté de 86 à 2010 et également ancien conseiller municipal à Besançon, et enfin Augustin Guillot, ancien maire de Baume-les-Dames. Pour tout savoir ou presque sur les élections municipales 2026, c'est tout de suite sur RCF en Franche-Comté. Focus, l'actualité autrement, un magazine présenté par Renaud Jules. Pierre Guénet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc en quelque sorte le monsieur élection sur la ville de Besançon, qui est la commune la plus peuplée de Franche-Comté. Qui peut voter à ces élections municipales ? Alors, Monsieur Élection, on est vraiment toute une équipe, et heureusement, parce que c'est une élection très importante. Qui peut voter ? Déjà, tous les majeurs en possession de leur droit de vote de nationalité française. Mais à cela s'ajoutent aussi les ressortissants des pays de l'Union européenne qui font le choix de s'inscrire sur liste complémentaire municipale de la ville de Besançon. C'est d'ailleurs, on l'ignore peut-être parfois que les ressortissants d'autres pays de l'Union européenne peuvent voter. Ils peuvent voter et ils peuvent même être élus dans une certaine proportion et sans avoir de rôle dans l'exécutif derrière, mais effectivement, ils peuvent être élus également. Ça existe depuis longtemps, cette possibilité pour les ressortissants d'autres pays de l'Union d'être à la fois votants et élus potentiels ? Ça commence à dater, je dirais, c'était dans les années 80. Par là, que la possibilité a été ouverte. Je ne saurais dire exactement à quelle élection. D'accord. En tous les cas, ce n'est pas la première fois en 2026. Ah non, loin de là. Loin de là. Vous nous avez dit donc qu'il fallait être majeur, avoir 18 ans. L'inscription se passe comment ? Est-ce qu'elle est automatique ? Il faut faire la démarche de s'inscrire sur les listes ? Alors, les jeunes ont le devoir théorique de se faire recenser. C'est ce qu'on appelle le recensement citoyen, entre 16 et 25 ans. C'est ce qui conditionne ensuite leur journée de défense citoyenne, la JDC, aussi le fait de pouvoir avoir le permis de conduire ou de passer le baccalauréat. De ce recensement, on va tirer la date de naissance qui va permettre à l'âge des 18 ans d'inscrire automatiquement dans la commune où la personne a fait son recensement. Il s'avère que certains jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser ont déménagé entre-temps et n'ont pas forcément fait la démarche de s'inscrire dans leur nouvelle commune. Donc ils seront inscrits ailleurs et voudront voter dans leur nouvelle commune sans avoir fait le nécessaire. Donc ça peut poser problème et des fois on a des mal inscrits. Mais normalement l'inscription est automatique. Le plus simple est quand même de vérifier sur servicepublic.fr si on est inscrit et où on est inscrit. Voilà, et éventuellement faire le nécessaire. Mais pour l'inscription sur les listes électorales, c'était jusqu'au 6 février, donc c'est trop tard. Donc c'est trop tard, il n'y a aucune exception. Si quelqu'un découvre maintenant qu'il n'est pas inscrit, c'est trop tard, vraiment. Alors, il y a quelques exceptions pour les personnes qui viennent d'être en retraite et qui déménagent, ou sur des petites niches comme ça, et surtout pour les jeunes qui ont acquis 18 ans entre la clôture d'inscription sur les listes électorales et le jour de l'élection, ainsi que pour ceux qui ont acquis la nationalité française entre-temps. Donc c'est vraiment un petit nombre, mais pour la plupart, c'est trop tard. Et comment est-ce qu'on détermine la commune sur laquelle on doit s'inscrire ? Si on a par exemple un domicile secondaire, il y a peut-être des cas de figure où on a plusieurs possibilités ? Oui, la plupart du temps, c'est là où on habite avec un justificatif de domicile. Il y a des commerçants qui peuvent décider également de voter dans la commune dans laquelle ils travaillent. Il peut y avoir les gens qui ont une résidence secondaire et il peut y avoir les jeunes qui se font domicilier chez leurs parents, par exemple. Ça arrive quand même assez régulièrement aussi pour voter dans la commune d'origine. Au niveau des procurations, comment est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'on sait bien qu'à toutes les élections, on ne peut pas forcément physiquement être là et se déplacer dans le bureau de vote. Alors pour les procurations, l'État essaye
de maximiser les inscriptions en ligne. Donc il y a un site qui s'appelle maprocuration.gouv.fr sur lequel les gens peuvent établir leur procuration. 2 cas de figure. Ils ont fait certifier numériquement leur identité grâce à France Identité. C'est une procédure très spéciale où les gens ont dû passer en mairie pour faire certifier leur identité. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'aller au commissariat ou en gendarmerie. La procuration sera établie grâce à cette certification d'identité. Dans la plupart des cas, les gens devront imprimer leur formulaire fait en ligne pour aller le faire valider en commissariat, en gendarmerie ou au tribunal judiciaire. Donc des formalités qui sont quand même relativement faciles, enfin en tous les cas plus faciles aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est relativement simple. Il faut juste penser de demander au mandataire, donc la personne qui va aller voter pour nous, de donner son numéro national d'électeur. C'est quelque chose d'essentiel pour établir la procuration. Et donc il faut donner les informations suffisantes pour ensuite pouvoir identifier les personnes. On peut préciser, que depuis... je crois que c'est la 2e ou 3e élection, on peut exercer procuration dans un autre bureau que dans celui dans lequel on est soi-même inscrit. Dans une autre commune. Voilà. On pouvait dans la même commune, mais maintenant on peut même être dans une autre commune. La seule condition pour pouvoir voter par procuration, c'est d'aller dans le bureau de celui qui a donné procuration. Alors Augustin Guillot, j'en profite pour vous dire bonjour. J'ai pris la parole. Vous avez bien fait. Donc vous êtes ancien maire, donc vous avez aussi la pratique pendant 2 mandats d'élections municipales. Oui, alors ça date un peu, il y a eu des changements réglementaires ou législatifs depuis, mais effectivement, oui, j'ai organisé quelques élections dans ma commune entre 2001 et 2014. Il y a régulièrement des changements en fait dans les règles sur savoir qui vote, comment on organise les procurations. Sans cesse. Il faut toujours s'adapter. Et effectivement, prendre en compte toutes ces modifications décidées par le législateur. Dans ces élections 2026, au niveau justement des personnes qui peuvent voter, est-ce qu'il y a des changements majeurs que l'on pourrait signaler ? Alors sur le corps électoral, non. Juste une petite modification quand même par rapport aux personnes détenues qui pouvaient voter par correspondance, qui ne le peuvent plus aux élections locales. Sur le corps électoral en lui-même, c'est la seule modification. Qui peut voter? Donc on a bien compris vos explications, donc la question de l'âge, de la nationalité, les procurations. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander qui peut être candidat aux élections municipales? Les mêmes. Voilà. On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Normalement, c'est ça qui est assez simple, c'est que les élus font partie du corps électoral. Donc, pour être élu, il faut faire partie du corps électoral. Il fut un temps où, effectivement, il y avait une limite un peu supérieure pour être maire. Tout ça a été baissé il y a, je crois que c'est sous Édouard Balladur, de mémoire. Donc, ça commence à faire une bonne trentaine d'années qu'un maire peut avoir 18 ans. Donc, vraiment, de ce côté-là, il n'y a aucune différence. La vraie différence, c'est pas dans qui peut être candidat, c'est comment constituer une liste. Et là, on a une évolution majeure pour les communes de moins de 1000 habitants, où maintenant les listes doivent être paritaires et alternées. Alors on en parlera peut-être dans quelques instants. Par rapport à la possibilité d'être candidat, il y a quelques cas particuliers, je crois, par exemple les agents communaux ont certaines contraintes. Oui, c'est vrai. Et puis certains agents de l'État, effectivement, sont réputés inéligibles parce qu'il y aurait un conflit entre leurs fonctions. Et les personnes qui ont des fonctions et des délégations de signature, par exemple, dans les communes, ne peuvent pas non plus... ils seraient en situation de conflit d'intérêt, absolument. Les candidats de l'Union européenne, donc eux, donc aucun problème, vous l'avez dit, pour être élus. Pour être conseiller municipal. Voilà, conseiller municipal. Voilà, oui. Mais pas quelqu'un qui serait d'un autre pays de l'Union européenne ne pourrait pas être maire. Non, cette possibilité, c'est juste pour être conseiller municipal. Je crois qu'ils ne peuvent pas être maire, à vérifier, mais je crois qu'ils ne peuvent même pas être adjoints. Combien de personnes doit-on élire ? Ça dépend bien sûr des communes. Ça dépend de la population des communes. Les communes de moins de 100 habitants, je crois que M. Duverger connaît bien ça. 7 élus pour les moins de 100 habitants. De 100 à 500, c'est 9 élus. Et de 500 à 1000, c'est 15 élus. Et ensuite, en proportion de la population, jusqu'à, dans notre région, ici, 55 élus pour Besançon, plus 2 candidats supplémentaires en réserve. D'accord. On n'est pas dans les plus grosses villes, il y a plus d'élus, ce qui semble normal.
Oui, je crois que par exemple Montpellier, qui est la 7e ville de France, il doit être 67 ou 69 par exemple. Mais oui, on ne va pas jusque-là, nous. Et pour donner une mesure intermédiaire, à Baume-les-Dames, commune de 5000 habitants, il y a 29 élus. Le scrutin permet aussi de désigner, vous l'avez dit, les conseillers communautaires. Oui. Alors expliquez-nous. Ce sont les élections municipales voilà, et communautaires. communautaires. Oui. Alors, c'est dans un deuxième temps. Non, alors l'élection se passe en même temps. Oui. Pour la plupart des communes, le bulletin se présentera de la manière suivante, c'est qu'il y aura les candidats au conseil municipal et les personnes dans la liste qui sont fléchées pour siéger au conseil communautaire, donc dans la communauté de communes, la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine. Donc Besançon a la particularité que tous ces conseillers municipaux sont conseillers communautaires au sein de Grand Besançon Métropole. Mais dans la plupart des communes, ce n'est pas le cas. Et ensuite, la répartition de conseillers communautaires par commune dépend de la population. Voilà, c'est une répartition en fonction de la population des communes. Donc, une fois que ces personnes sont fléchées, ensuite se réunira le conseil communautaire pour désigner l'exécutif, donc le président et ses vice-présidents. En Franche-Comté, mis à part Besançon, il y a d'autres cas d'élection de conseillers communautaires? Ah ben, partout, Oui. dans Oui. toutes les communes. Toutes les communes sont maintenant intégrées à des communautés de communes, et donc les électeurs désignent à la fois les conseillers municipaux et les délégués communautaires. Il n'y a pas une commune qui serait complètement indépendante et... Ah, je vous pose peut-être une colle, hein, mais... Ah non, c'est pas une colle. Non, par non, principe, c'est une commune la fait loi partie d'un l'interdit. ensemble. Hein. Depuis, je crois que c'est la loi Notré qui a fini ça, mais non, aucune commune n'échappe à une intercommunalité. Donc toutes les communes participent à la vie d'une intercommunalité et désignent donc des conseillers communautaires. Besançon, ça va, le Grand Besançon Métropole, ça va de Besançon à Champoux. Champoux aura un délégué communautaire, Besançon en aura 55, mais tout le monde est représenté. Alors, il faut bien mesurer l'évolution qui a eu lieu par la loi Nouvelle Organisation Territoriale, ce que vous appelez, M. Guénet, la loi NOTRe, hein, bien sûr, qui date donc de 2014 et application à partir de 2015. C'est-à-dire qu'en fait, pour Besançon, par exemple, tous les conseillers municipaux deviennent conseillers communautaires. Ça veut dire que ça double le travail. Ça veut dire que aussi la responsabilité des élus de Besançon domine dans le cadre de la communauté d'agglomération, hein, qui a été donc décidée il y a maintenant quelques années. Ça signifie que la responsabilité du conseiller est plus que doublée parce qu'il y a beaucoup de commissions, et donc ça demande un travail considérable de la part des élus, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Il y a donc beaucoup de personnes à élire dans ces élections municipales. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de constituer des listes? Quand on lit un peu la presse et quand on voit la réalité des choses, on se rend compte, notamment dans les petites communes, qu'on observe une certaine crise des vocations et que les nouvelles règles en matière de constitution de listes, paritaires et alternées, fait qu'il y a des difficultés ça et là. Ensuite, voilà, je ne suis pas à la préfecture, donc je ne sais pas exactement toutes les listes qui ont été déposées, dans combien de communes on aura ce problème-là. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui serait intéressant de demander aux autorités préfectorales, car je n'ai pas ces éléments. Puis je crois qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas que le nombre de candidats qui pose des difficultés. Alors on a parlé de l'alternance et de la parité, mais quand on constitue une liste, alors du point de vue de l'orientation qu'on veut donner à la représentation de la liste, il faut choisir des gens qui représentent des territoires, des secteurs socio-professionnels, des âges, et ça aussi, cette composition-là est extrêmement délicate pour que la liste soit représentative de la population qui va la désigner. Donc le nombre est déjà un obstacle, les volontaires sont parfois un peu difficiles à trouver, mais ensuite l'alchimie de la constitution même de la liste est aussi une grande difficulté. Alors nous allons revenir dans quelques instants sur cette question notamment de la parité, mais auparavant nous faisons une courte respiration musicale avec une chanson des Frangines sortie en 2024. Elles ont mis en musique des poèmes, notamment le célèbre Liberté de Paul Éluard. Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté.
à Belfort sur le 88.4. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faite, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis né pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, liberté, liberté. Je suis né pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, pour te connaître. Liberté. Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté. Élections municipales, mode d'emploi, c'est le thème de cette émission Focus cette semaine sur RCF en Franche-Comté avec trois invités. Pierre Guénet, responsable chef du service formalité élection à la ville de Besançon. Jean-Claude Duverger, ancien élu notamment au conseil régional. Et puis Augustin Guillot, ancien maire de Baume-les-Dames. Le mode de scrutin, c'est le thème de cette deuxième partie d'émission. Mode de scrutin au premier et au deuxième tour. On va commencer bien sûr par le premier tour. Quel est ce mode de scrutin pour ces élections municipales? Alors vous précisez pour ces élections municipales, parce que j'ai connu l'élection de 77, j'étais un jeune candidat à Besançon, et la liste qui l'emportait, emportait tout. C'était le scrutin majoritaire? Oui, et il n'y avait pas d'opposition. C'était toute la liste prise ensuite, en bloc. J'ai connu l'élection suivante, donc de 95, où là, il y avait la proportionnelle depuis d'ailleurs 83. C'est-à-dire qu'en fait, une prime à la liste arrivée en tête, une prime de 50% arrivée en tête, ce qui permettait à la liste arrivée en tête de gouverner sans avoir de minorité, de risque de minorité, puisqu'elle avait 50% plus ensuite pour les postes restants, encore la proportionnelle où elle se réintroduisait dans la proportionnelle. Ce qui fait que sur 55 conseillers de Besançon, je prends cet exemple-là, eh bien, les 4/5e étaient dans une majorité, permettaient d'avoir une majorité confortable, comme ça s'est produit d'ailleurs aussi pour les élections régionales, où j'ai connu les deux systèmes. Alors, sur le premier tour, pour revenir au premier tour, parce que là on est déjà au second, mais sur le premier tour, donc déjà, qui peut voter? Tout le monde. Et le suffrage, c'est un suffrage universel, mais de liste. C'est pas uninominal. Donc on vote pour une liste complète. Il n'y a plus de panachage. Ça n'existe plus. Ça, c'est nouveau. Non, les précédentes élections ne pouvaient pas panacher. Alors dans les communes de moins de 1000 habitants, habitants, on pouvait. Mais là, c'est fini. Maintenant, on vote pour une liste complète. On ne rature pas, sinon c'est un bulletin nul. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, on vote pour une liste complète. Et ensuite, peuvent se maintenir au second tour les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés. Dans d'autres élections, on compte les pourcentages des inscrits. Là, c'est vraiment les suffrages exprimés pour les municipales. C'est une des spécificités de ce suffrage. Donc 10% des suffrages exprimés pour se maintenir et 5% des suffrages exprimés permettent à une liste de pouvoir fusionner avec une autre. Et c'est les mêmes 5% qui conditionnent les remboursements des frais électoraux d'ailleurs. Et puis il y a la question de la parité, qui est assez nouvelle dans l'histoire des élections.
Relativement, oui. Je crois que dans les grandes villes, ça se fait quand même depuis un certain temps, je dirais 2001. 2001. C'est ça, hein. En 2001, la parité, c'était sur l'ensemble de la liste. Et à partir de 2008, il a fallu introduire l'alternance. Ce qu'on appelait le shabada-bada à l'époque, voilà. Un homme, une femme. Et donc là, cette fois-ci, cette parité alternée est obligatoire dans toutes les communes de France. Ce qui, pour certaines communes, doit être compliqué à obtenir. C'est ce qu'on évoquait, oui. Tout le monde n'arrive pas à constituer des listes si facilement, effectivement. Vous l'avez dit, il est obligatoire de déposer des listes de candidats. Est-ce qu'il y a quand même quelques aménagements possibles? Parce qu'on a évoqué ces difficultés éventuelles. Est-ce qu'on peut quand même, éventuellement, ne pas déposer une liste complète ou... Alors, on va dire oui, mais dans une limite très stricte, c'est qu'on peut présenter une liste avec 2 candidats de moins que le nombre prévu. Donc, Jean-Claude Duverger parlait tout à l'heure de 7 candidats, de 7 conseillers municipaux dans une commune de moins de 100 habitants. À ce moment-là, on peut présenter une liste de 5. On peut présenter 7 candidats minimum dans une commune où on a 9 conseillers municipaux et 13 dans une commune où on a moins de 1000 habitants et où on a donc 15 conseillers municipaux. Alors, ce que prévoit la loi, c'est pour combattre en fait les défections possibles en cours de mandat. 6 ans, ça peut paraître court pour certains, mais ça peut être très long aussi. Et le statut des personnes élues peut avoir changé à ce moment-là. Et donc, il faut qu'il y ait une réserve suffisante. On ne peut pas descendre à moins de 5 élus pour les communes de moins de 100 habitants, même si c'est difficile d'avoir des listes complètes. Augustin Guillot, vous l'avez connu, ce départ éventuellement de personnes du Conseil? Oui, c'est aussi la vie, aussi, les déplacements, les mutations professionnelles. Oui. Absolument, il y a plusieurs motifs qui peuvent, dans mon expérience, plusieurs motifs ont entraîné des défections d'élus qui sont partis pour des raisons X ou Y, de vie personnelle, mais aussi de désaccords. Et à ce moment-là, effectivement, on fait rentrer le candidat suivant, qui était le premier à ne pas être élu dans la liste en fonction de la répartition proportionnelle. Mais cette réserve, en quelque sorte, peut s'épuiser s'il y a trop de défections au cours de mandat. Et à ce moment-là, il y a une élection partielle qui s'impose et qui est diligentée par le préfet. Quand plus d'un tiers du conseil municipal a démissionné, effectivement, il peut y avoir une élection municipale partielle. Donc, pour être élu, alors on va résumer, pour être élu au premier tour, donc... Alors pour être élu au premier tour, oui. Alors pour être élu au premier tour, il faut 50% des suffrages exprimés, la majorité absolue, donc 50% plus une voix, et qui représente plus de 25% des inscrits, pour que ce soit suffisamment représentatif quand même. Parce que s'il n'y a que 20% de la population qui vote, on estime que 10% des inscrits, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est pour être élu au premier tour. Et pour le second, donc c'est parmi les listes qui restent, à ce moment-là, on fait la répartition qu'indiquait Jean-Claude Duverger. Est-ce qu'on peut dire qu'au fil des élections, finalement, cette question de scrutin majoritaire ou proportionnel, ou enfin on introduit, on met un peu plus d'un mode de scrutin, on en enlève un petit peu d'un autre. Est-ce qu'on affine finalement au fil des années et des décennies le mode de scrutin pour ces élections municipales? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Duverger? Alors, il me semble que le législateur tient compte de l'évolution des habitudes des uns et des autres. Augustin Guillot le disait à l'instant, il y a du mouvement à l'intérieur d'une liste pendant le mandat. Et donc, les lois actuelles, les décrets actuels permettent de minorer les effets de ces mouvements. Mais ça n'empêche qu'on observe plutôt une augmentation de ce qu'on appelle en termes britanniques ou franglais le turnover chez les élus, de plus en plus, pour des raisons multiples, mais aussi peut-être parce que l'élu est soumis à des lourdeurs administratives de plus en plus importantes. C'est un système français qui se complique d'année en année, même si la législation pour les élections s'est améliorée. Vous trouvez que le système se complique, en fait? Ah oui, tout à fait. Il se complique de plusieurs façons. Parce que, d'abord, maintenant, une grande partie des élus municipaux, totalement à Besançon ou à Montbéliard,
mais un peu moins bien sûr, mais en proportion dans les petites communes, ont un autre mandat, qui est le mandat communautaire. Les communautés de communes, c'est une généralisation depuis quelques années, c'est un bienfait d'ailleurs sans doute, mais en même temps, cela augmente la tâche, augmente la responsabilité et augmente aussi, de la part de l'administration municipale et de la part de l'administration communautaire, le temps passé à cette gestion administrative. Pierre Guénet. Et si je peux ajouter des choses, c'est que non content d'être conseiller municipal, conseiller communautaire pour certains, on peut être représentant dans des syndicats extérieurs pour le traitement des déchets, pour le schéma de cohérence territoriale, pour être dans les conseils d'école, dans les collèges. Il y a de multiples façons ensuite de représenter soit la ville, soit la communauté de communes dans certaines instances, ce qui multiplie encore les missions des élus qui, au final, ont un emploi du temps bien chargé et il est parfois difficile de pouvoir tout honorer tellement les responsabilités sont grandes. Un exemple, dans l'éducation nationale, et Augustin Guillot connaissait bien cela, il y a des conseillers municipaux au sein des collèges, des conseils d'administration des collèges et au sein des conseils d'administration des lycées. Eh bien, en tant que chef d'établissement, plusieurs fois, j'avais alerté la mairie pour dire j'aimerais bien que les conseillers municipaux soient présents. J'ai été conseiller d'administration d'un collège jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. J'observais également l'absence pratiquement à 100% des conseillers municipaux. Pourquoi ? Je prends l'exemple des conseillers régionaux. 500 délégations dans différents organismes en tout, pour une centaine de conseillers régionaux, mais parfois il faut 2 ou 3 conseillers régionaux dans ces structures. Donc il y a un moment où le calendrier, où la charge de représentativité est beaucoup trop importante. Il y aurait peut-être là une simplification envisagée. Et puis on évoque la charge dans l'emploi du temps, mais je crois qu'on peut aussi dire que la technicité exigée des élus est de plus en plus grande, avec des connaissances nécessaires de la réglementation, des enjeux de la représentation qu'on assure dans tel ou tel organisme, et il y a aussi un travail personnel de l'élu qui va au-delà de sa simple présence dans tous ces organismes. Il y a un risque qu'évoquait aussi tout à l'heure Pierre, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que plus vous multipliez les organismes, plus vous allez donc multiplier les présences des élus au sein de ces organismes, plus vous risquez de faire en sorte que l'élu se trouve en conflit d'intérêts. Alors le conflit d'intérêts, c'est quoi ? C'est quand il y a des finances au bout, un engagement financier au bout, eh bien que l'élu soit plus ou moins partie prenante alors qu'il est élu dans le financement de tel ou tel organisme. Et cela, c'est un très très gros problème. C'est pour ça que la plupart des villes, des agglos et des régions et des départements ont un service juridique aujourd'hui très en pointe pour alerter les élus et les services sur le risque de conflit d'intérêts. C'est au moment peut-être de la constitution des listes qu'il faut faire ce travail pour vérifier aussi les possibles conflits d'intérêts. Alors, au moment de la constitution, au moment du dépôt de la liste et de la constitution, il y a déjà une première vérification par rapport aux critères d'éligibilité qui sont faits par la préfecture. Mais ça s'arrête sur des critères assez simples et on ne va pas à ce niveau de précision. C'est une fois que les personnes sont élues qu'elles doivent faire une déclaration de leurs différentes activités et c'est au service juridique de faire l'analyse des situations dans lesquelles elles pourraient être mises en conflit d'intérêts. Mais des fois, on va quand même beaucoup plus loin. C'est que des personnes donc, qui travaillent dans une institution, par exemple, imaginons les déchets, qui travaillent donc, qui siègent au cyber, Bisontin par exemple, le syndicat de traitement des déchets, auront une vraie connaissance de ce qui s'y passe, mais quand il y aura des votes au conseil communautaire de Besançon, n'auront plus le droit de voter sur ce qu'elles connaissent, ni parfois de l'évoquer, parce qu'elles se situeraient en conflit d'intérêts. La loi s'est beaucoup durcie justement par rapport à des problèmes passés qui se sont présentés. Et donc, des fois, on est un peu dans une situation ubuesque où les gens qui connaissent le dossier n'ont pas le droit d'en parler. Il y a eu la jurisprudence Cahuzac qui fait qu'aujourd'hui, toutes les collectivités sont très attentives
à ne pas engendrer des conflits d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est parfois, c'est la plupart du temps complètement involontaire d'ailleurs. Mais c'est au service juridique d'attirer l'attention. Il y a une déclaration qui est faite par l'élu, et s'il y a dérapage, à ce moment-là, il y a sur le plan national la haute autorité qui, elle, va juger en quelque sorte la dérive. En tous les cas, élu, maire, adjoint ou même conseiller municipal, c'est un véritable engagement. Ah, oui. Ne l'ayant jamais été, je laisse la sagesse. Oui, absolument. Oui. C'est de tous les instants. Pendant l'exercice d'un mandat de maire, par exemple, puisque c'est celui que je connais, c'est vraiment de tous les instants. Mais même un conseiller municipal, finalement. Enfin, bien on ne peut pas dire bien je vais être sûr. conseiller municipal et puis non. je vais assister En simplement aux dilettante. réunions. Non, et d'autant plus que, mettons, on est dans l'opposition. J'ai été conseiller municipal d'opposition pendant 6 ans, mais en fait, si on voulait se tenir informé complètement des dossiers, il fallait participer à toutes les commissions où il y avait les services pour renseigner. Et cet élément-là fait que, eh bien, le conseiller municipal, qu'il soit numéro 1, et donc bientôt maire, ou numéro 55, c'est presque le même travail. Il y a les délégations, il y a les adjoints, bien sûr, mais chacun, y compris dans l'opposition, il représente une partie de l'opinion de la commune. Et donc, il doit être présent aux commissions. Enfin, c'était ma façon de ressentir les choses et la gestion. On peut même ajouter d'expérience que les élus de l'opposition étant moins nombreux, s'ils veulent que l'opposition siège dans toutes les commissions, ça multiplie d'autant leur charge, puisqu'ils doivent siéger plus souvent, individuellement, puisqu'ils sont moins nombreux pour remplir les sièges. Et d'ailleurs, dans la constitution des listes, je ne vais pas livrer de secret, mais pour constituer le classement dans les listes, quand on se présente, on pense gagner, mais on se disait pour Besançon, eh bien, mettons dans les 15 premiers ceux qui sont le plus disponibles. Non pas pour ferrailler avec la majorité, mais bien pour être présent sur tous les dossiers et notamment dans les commissions. Donc ça, c'est à prendre en compte au moment où on constitue la liste, voir qui a un peu de disponibilité. Bien sûr. Alors quand on regarde les listes, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore en activité. Il n'y a pas que des retraités sur les listes au municipal. Même si la population globalement vieillit, hélas. Et moi j'ai été maire à 36 ans, il était hors de question pour moi de cesser d'exercer une activité professionnelle. Donc j'ai cumulé l'exercice du mandat de maire et de président de la communauté de communes, tout en continuant d'exercer mon activité professionnelle. C'est parfois un peu compliqué. Il y a un peu de temps libéré normalement. Un peu de temps libéré, oui, tout à fait. Oui. Mais bon, ça reste quand même des semaines bien chargées quand on a une activité professionnelle et des mandats. On va parler des modalités pratiques d'organisation de ces élections, mais auparavant une deuxième respiration musicale avec un duo inédit, Benabar, Pascal Obispo. Reste-t-il du bonheur? Vous écoutez RCF en Franche-Comté, à Nozeroy, sur le 95.6. Reste-t-il du bonheur ou le pot est-il vide? Reste-t-il du bonheur ou sommes-nous trop lucides? Reste-t-il du bonheur? Ne serait-ce que des chutes, même des faibles lueurs, même pour quelques minutes. Reste-t-il du bonheur que les autres délaissent pour une rayure mineure? Pas de première jeunesse. Reste-t-il du bonheur comme on voit dans la rue? Un réfrigérateur dont personne ne veut plus. Reste-t-il du bonheur, ne serait-ce que les bouts? Reste-t-il du bonheur, au moins assez pour nous? Reste-t-il du bonheur, profondément enfoui, qu'on croyait par erreur, éternellement enfui?
bonheur. Peut-être est-ce de ma faute. J'aurais dû le ranger sur l'étagère haute. Quelques débris mineurs, vestiges d'un autre temps. Polaroid couleur ou Harcourt noir et blanc. Focus, l'actualité autrement, un magazine présenté par Renaud Jules. Avec toujours Pierre Guénet, Jean-Claude Duverger et Augustin Guillot pour parler des élections municipales 2026 qui auront lieu très prochainement. Et nous allons maintenant évoquer l'aspect pratique de ces élections. Comment sont-elles organisées? Pierre Guénet, vous êtes donc le chef du service formalité élection à la ville de Besançon. Concrètement, comment ça se passe pour organiser une élection municipale? Alors là, je parle vraiment que de la ville de Besançon. Oui. Donc, Besançon, c'est déjà 68 bureaux de vote. Donc, c'est 68 lieux à trouver. Donc, certains bureaux de vote sont communs. Certaines salles sont communes à plusieurs bureaux de vote, plus exactement. Mais donc, on a environ 50 lieux dans Besançon pour permettre aux personnes de voter au plus près de chez elles. Donc, c'est trouver des lieux qui soient suffisamment spacieux, accessibles, pour pouvoir accueillir les électeurs tout au long de la journée. Il faut faire attention aux conflits d'usage lorsque nous sommes dans des gymnases, dans des maisons de quartier, dans des écoles, pour faire en sorte que ça ne perturbe pas les activités en dehors des périodes de scrutin. Donc il y a déjà toute cette organisation-là. Il y a la tenue des listes électorales dont on a parlé précédemment. Et ensuite, il y a la constitution des bureaux de vote. Donc dans les communes de plus faible taille, souvent c'est le conseil municipal, les conseillers municipaux qui prennent le relais sur une journée. Et on a de quoi peupler les bureaux de vote. Besançon, c'est 55 conseillers municipaux pour 68 bureaux de vote. Donc on n'a déjà pas assez de conseillers municipaux pour être président de tous les bureaux de vote. Parfois, on n'a pas tous les conseillers, les conseillers municipaux qui se chargent de cette mission, donc on a déjà besoin de bénévoles. Là, à l'heure où je vous parle, les présidences de bureaux de vote pour les 2 tours de Besançon sont bouclées, sauf désistement de dernière minute, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Voilà. Ensuite, par bureau de vote, et ça c'est la loi qui le veut, il faut 2 assesseurs recrutés encore parmi les bénévoles. Les listes peuvent nous désigner des assesseurs, mais ils peuvent le faire jusqu'au jeudi à 18h précédant le scrutin. Nous, on ne peut pas attendre le jeudi à 18h pour savoir si on aura assez de monde dans les bureaux de vote. Donc, on essaie de faire des campagnes de recrutement. On a des bénévoles qu'on recontacte et qui acceptent bien aimablement de nous aider. Voilà, on essaie de faire en sorte d'y arriver. On a recruté aussi des étudiants au moment du Covid, parce que c'était des gens plus jeunes et ça leur permettait aussi de sortir de la précarité. Là, on faisait un pas de côté par rapport à la loi, parce que normalement, un assesseur ne peut pas être rémunéré. Là, on a rémunéré des étudiants sciemment. On l'a annoncé, on ne l'a pas fait en cachette, mais c'était important pour pouvoir peupler les bureaux de vote, parce que les étudiants étaient plus résistants, on va dire, à une éventuelle maladie. Donc, on essaie de faire ces peuplements de bureaux de vote pour faire en sorte qu'à 7h30 le matin de l'élection, les gens préparent le bureau de vote et qu'à 8h, le bureau de vote puisse ouvrir jusqu'à 18h, assurer le dépouillement et ensuite centraliser les résultats. 8h, c'est l'horaire d'ouverture pour toutes les communes, quelle que soit la taille. Partout en France. Alors, certaines communes en France, pas Besançon, certaines communes demandent à la préfecture d'ouvrir plus tard, jusqu'à 19, voire 20h. 20h, c'est Paris, Lyon, Marseille, par exemple. Certaines communes, c'est 19h. Nous, ça reste 18h. On estime que ça suffit pour permettre à tout le monde de pouvoir voter dans de bonnes conditions. Donc en Franche-Comté, c'est partout 18h. Il n'y a pas d'exception. Oui, je confirme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque liste politique, à Besançon, ce sont des listes politiques, peut proposer donc une liste d'assesseurs. Et en même temps, chaque liste peut proposer ce qu'on appelle des représentants de liste ou des délégués de liste qui sont là présents essentiellement au début, le matin,
et le soir pour le dépouillement, mais pas seulement, pour vérifier la conformité, mais les services le font bien sûr aussi de la ville, la conformité de la disposition du matériel électoral dans le bureau de vote. Éventuellement remettre des bulletins de façon à ce que les piles de bulletins soient égales pour chaque liste. Donc voilà, pour simplement, je dirais, la transparence et éviter toute réclamation. Ceci dit, il peut y avoir de temps en temps réclamation. Alors j'insiste sur quelque chose, c'est que chaque électeur ou électrice doit pouvoir justifier son identité. Ce n'est pas forcément de présenter la carte d'électeur. D'ailleurs, souvent, ils n'en ont parfois pas, parfois une ancienne. Ou alors elle est empilée dans le bureau de vote parce qu'il y a eu changement d'adresse. Donc là, il faut vraiment avoir conscience qu'une pièce d'identité est indispensable. J'ai connu une époque un peu acrobatique où il suffisait qu'un électeur dise je connais 2 ou 3 personnes avec dans deux témoins. J'ai connu ça. Oui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, et fort heureusement, parce que c'était peut-être un petit peu subjectif. Oui, il faut vraiment insister là-dessus. La carte d'électeur peut nous aider pour retrouver plus facilement l'électeur dans les listes, mais elle est facultative, contrairement à la pièce d'identité qui est vraiment obligatoire. Sans pièce d'identité, pas de vote possible. Il faut qu'on soit sûr que c'est la bonne personne qui vote, tout simplement. Voilà, donc ça c'est à retenir. Donc venez avec votre carte d'identité ou le passeport. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs choses. Il y a une carte de réduction de chemin de fer, carte vitale avec photo, permis de conduire. Voilà, permis de conduire. Oui. Et voilà, il y a quand même pas mal de pièces d'identité. Par contre, les cartes de presse, non. Voilà. Ce n'est pas propre aux élections municipales, mais dans un bureau de vote, il y a des isoloirs. Oui. Ah oui, c'est mieux. Voilà. C'est la garantie du secret du vote. Et on a des précisions par rapport au nombre d'isoloirs qu'on doit avoir en fonction du nombre d'électeurs. C'est un isoloir pour 300 électeurs. Et donc, un bureau de 1000, on a 3 isoloirs jusqu'à 900. Donc, on a un 4e isoloir à partir de 901 électeurs. Donc, quand on a 1000 électeurs dans un bureau, il y a 4 isoloirs, dont un accessible pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, il y a des choses très précises. Et de la même manière, pour les dépouillements, on ne peut pas avoir plus de taille de dépouillement qu'il n'y a d'isoloir dans le bureau de vote. Alors, le dépouillement, justement, comment se passe-t-il ? Alors, il faut avoir déjà suffisamment de scrutateurs. Les scrutateurs, c'est par groupe de 4 qu'il faut les avoir, car on a 4 scrutateurs par table. Les rôles sont très strictement définis là encore. Il y a une personne qui sort les bulletins d'une enveloppe, qui déplie, qui vérifie qu'il n'y a pas de rature, qui le tend à une autre personne qui va lire à haute et intelligible voix le nom de la tête de liste et qui va poser les bulletins devant elle en fonction des noms. Et on a 2 personnes qui notent simultanément en faisant un bâton au bon endroit. Et voilà, tout ça à chaque fois, 100 enveloppes par 100 enveloppes. Voilà, et on fait les décomptes comme ça. Ensuite, on recompte bien que le compte est bon pour chaque enveloppe. Et ensuite, on agrège tous ces résultats au niveau du bureau de vote. Et ensuite, chaque bureau de vote va agréger ça dans le bureau centralisateur qui se trouve au Cursal à Besançon. Donc ça reste toujours un système finalement très simple et basique, très manuel. On fait des bâtons pour compter le nombre de... On n'a pas vraiment trouvé mieux si on veut que chaque étape soit observable par n'importe quel citoyen. L'important, et les élections sont pensées de telle manière à ce que tous les citoyens soient en mesure de pouvoir observer la sincérité du scrutin. Oui, parce que c'est important de dire que le dépouillement est public. Tous les électeurs peuvent venir observer le dépouillement et ça garantit aussi la transparence des opérations de dépouillement. Quels sont les cas de figure où il peut y avoir des contestations une fois que le bureau est fermé, que le dépouillement a eu lieu? Qu'est-ce qui peut entraîner des contestations? Parce qu'on le voit bien à chaque élection, il y a toujours des contestations. Alors les contestations arrivent fréquemment lorsque lorsque l'écart de voix est assez faible, souvent. Quand l'écart est grand, ça porte rarement à contestation. Alors, ça appartient ensuite au candidat d'apprécier si les règles d'égalité et de neutralité ont été respectées. Ça peut porter sur les signatures qui ne seraient pas les mêmes entre le premier et le deuxième tour.
Alors des fois, c'est pas les mêmes parce qu'il y a eu procuration, hein, mais voilà. Ça, ensuite, c'est les gens qui épluchent les listes électorales pour voir s'il y a eu des écarts. C'est des gens qui contestent par rapport à certaines élections, où des gens n'ont pas été inscrits et ils estiment qu'ils auraient dû être inscrits. Voilà, ça peut être plusieurs choses. La plupart du temps aussi, c'est par rapport au fait de campagne plus qu'au fait des élections. Si on estime que quelqu'un a usé de publicité, a bénéficié du concours d'une collectivité ou d'une personne morale, ça peut être beaucoup de cas. Fort heureusement, à Besançon, les contestations sont quand même rares. Alors, vous pouvez avoir un recomptage qui peut se faire le soir même, au moment du dépouillement. C'est-à-dire que au compteur de l'urne, on a 500 votants, et au nombre d'enveloppes, on en a 502 ou 498. Donc là, les paquets de 100 permettent de vérifier, et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui s'est trompé dans le compte des enveloppes. Alors ensuite, il y a les bulletins qui sont déclarés blancs ou nuls. Par exemple, 2 bulletins de 2 listes différentes, eh bien, ce sont des bulletins nuls. Par contre, 2 bulletins d'une même liste, on enlève un des bulletins, c'est annoncé, c'est-à-dire que le scrutateur lève la main, le président du bureau de vote vient vérifier, et à ce moment-là, on détruit un des bulletins. Donc tout cela est bien réglé par des textes, par une pratique. Et puis, il y a ce que Pierre annonce, c'est-à-dire après le dépouillement et après la publication officielle des résultats, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des formes de recours si on est dans une marge très étroite. Ceci dit, les risques sont plus importants peut-être dans les lieux très politisés que dans les communes. Est-ce que tu as, Augustin, observé cela à Vaubenay-Dames ? Moi, j'ai eu une expérience douloureuse, puisque mon deuxième mandat en 2008, le résultat a été contesté par la liste d'opposition, non pas parce que l'écart des voix était très faible, mais parce qu'ils jugeaient qu'il était tellement important, j'avais été élu avec 62%, qu'il n'était pas possible que nous n'ayons pas triché. Et donc, c'est allé jusqu'au Conseil d'État. Il y a eu d'abord le tribunal administratif, puis le Conseil d'État, qui a confirmé les résultats de l'élection, évidemment. Mais ça a été douloureux. Alors malheureusement, le temps passe très vite. Nous allons devoir conclure cette émission qui était consacrée au mode d'emploi de ces élections municipales. Mais puisque vous aviez la parole, Augustin Guillot, on va peut-être vous laisser une forme de conclusion sur le rôle finalement, à quoi sert un conseil municipal et un maire aujourd'hui, puisque c'est pour ça qu'on va voter dans quelques jours. Donc un maire aujourd'hui, on sait que c'est l'élu préféré des Français, si l'on en croit les sondages, tous les sondages. J'allais commencer par ce point-là, c'est un élu de proximité, c'est donc dans un rapport... D'abord la commune, c'est le lieu de vie des électeurs, et évidemment l'élu municipal, le maire, est considéré par les habitants comme celui qui, par sa proximité, est le plus apte à prendre en charge les problématiques de la vie quotidienne. Donc cette proximité-là donne au maire un statut un peu particulier dans le regard des électeurs. Ces missions, elles sont tellement multiples que je crois que le temps qui nous reste ne permettrait pas de les on pourrait faire une émission énumérer. sur le sujet, on pourrait faire une émission sur le sujet. Simplement, je vais dire 2 petites choses. Quand le conseil municipal élu m'a désigné comme maire, le premier conseil, il y avait des mariés qui attendaient dans la salle des mariages en bas que nous ayons fini les opérations de vote pour que je puisse aller les marier. Donc, c'était un début de mandat très heureux. Ça fait partie des missions du maire, mais il y en a des dizaines d'autres, évidemment. Et puis peut-être aussi un mot sur le maire face à l'intercommunalité, qui au fil des années a pris de plus en plus d'importance. Oui, c'est vrai. Alors les compétences transférées des communes vers les intercommunalités donnent souvent les discours, j'allais dire les impressions, ou la réalité en tout cas, que les conseils municipaux sont de plus en plus dépouillés de l'exercice de leurs compétences au bénéfice des intercommunalités. Et ça peut donner parfois l'impression que les budgets se rétrécissant, les compétences étant transférées aux intercommunalités, la part des maires dans la gestion de la vie de la commune se réduit parfois à peau de chagrin, peut-être surtout dans les petites communes. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une réalité en tout cas de l'exercice du mandat de maire. Et on sait que les intercommunalités ont aussi pour objectif
réduire le nombre d'exécutifs, de communes. Enfin, en tout cas, quand elles ont été conçues, c'était un des objectifs. Et ça peut aussi contribuer au découragement des maires qui ont l'impression de ne plus avoir les leviers en main dans leur commune, puisqu'elles ont transféré les compétences aux communautés de communes. Jean-Claude Duverger ? Oui, alors pour l'instant, le Grand Besançon Métropole a résolu le problème, puisque c'est le maire ou la maire de Besançon qui est présidente et tous les élus de Besançon. C'est la charte de gouvernance. Mais simplement un chiffre, c'est le seul que je donne aujourd'hui. Le budget de la ville de Besançon pour 2026, ce budget, il est 228 millions d'euros. Le budget du Grand Besançon Métropole est de 386 millions d'euros. Ça montre très bien la place, aujourd'hui, que soulignait Augustin Guillot, de l'intercommunalité. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Pierre Guénet, Jean-Claude Duverger, Augustin Guillot. Merci à vous. Merci à notre technicienne Valérie Lantoine. La semaine prochaine, à la même heure, nous parlerons des enjeux de ces élections municipales en Franche-Comté. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet rcf.fr.